concernant les résultats en grande culture bio, donc sur un panel de 11 fermes assez diversifiées. Donc vous pouvez voir un petit descriptif rapidement à droite. Ce sont des exploitations qui allaient de 63 à 560 hectares pour 159 hectares en moyenne, avec des cultures assez variées, céréales, oléoprotéagineux, certains systèmes en légumes de plein champ, dont vous pouvez voir la légende là d'ailleurs, le petit épi de céréales pour céréales et oléoprotéagineux, la petite icône de pommes de terre lorsqu'on avait des légumes de plein champ. Euh, du coup, en termes de gaz émis, la proportion, donc vous avez ici la proportion moyenne des gaz émis en tonnes de CO2 équivalent. La tonne de CO2 équivalent, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une unité pour ramener comment dire, chacun des gaz a un pouvoir réchauffant différent. Par exemple, le N2O, le CH4 vont avoir des pouvoirs réchauffants beaucoup plus importants que celui du dioxyde de carbone. La tonne de CO2 équivalent, c'est une unité pour ramener ces gaz à une unité commune en termes de pouvoir réchauffant. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'en moyenne, sur les exploitations en grande culture, c'est majoritairement le dioxyde de carbone c'est en proportion majoritairement du dioxyde de carbone qui est émis en termes de tonnes de CO2 équivalent à 71%, 28% pour le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est notamment issu des émissions, qui va notamment être émis par les sols et par la dégradation des résidus de culture. Et 1% sont des gaz fluorés pour les quelques exploitations en fait, qui ont recours à des chambres froides, notamment pour le stockage des légumes de plein champ. En termes d'émissions annuelles, donc là on parle bien de tonnes de CO2 équivalent par an, c'est pas ramené à la surface. Vous pouvez voir à gauche les émissions concernant les grandes cultures seules, les systèmes grandes cultures seuls. On était en moyenne à 133 tonnes de CO2 équivalent par an, sachant qu'il y a de la variabilité non seulement parce que en interne au système, on n'a pas forcément les mêmes émissions à l'hectare, mais aussi là, on n'est pas forcément du tout sur les mêmes surfaces. On va avoir des exploitations beaucoup plus grandes que certaines, donc forcément qui vont avoir tendance à beaucoup plus émettre en émissions brutes. On peut voir que dans les systèmes en grande culture plus légumes de plein champ, euh, on a une moyenne qui est plus élevée, à 175 tonnes de CO2 équivalent par an, et on a une variabilité assez forte avec notamment des émissions brutes qui peuvent aller assez haut. Si on regarde un peu plus dans le détail et qu'on rapporte ces émissions à l'hectare, là on peut voir qu'il y a quand même un gros différentiel entre les systèmes en grande culture simples et les systèmes en grande culture avec légumes de plein champ. On a une moyenne de 0,6 tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an en grande culture simple contre 1,2, donc le double dans des systèmes en légumes de plein champ. À titre de comparaison, vous avez les émissions en dessous en maraîchage et en élevage de ruminants. À quoi c'est dû? C'est du fait que ces systèmes légumes de plein champ, ils vont avoir tendance à être plus intensifs dans les pratiques. Euh, on va avoir beaucoup plus d'apport d'intrants, éventuellement plus de travail du sol, beaucoup plus de volume produit. C'est des systèmes en fait qui vont plus se rapprocher, on va dire, de la production maraîchère en fait, qui ont tendance à être beaucoup plus intensifs. La production également des plants de légumes de plein champ, elle est très très émettrice de gaz à effet de serre comparativement à de la production de semences de céréales classiques, par exemple. Et donc, si on passe à la suite, là, vous avez les émissions qui sont ramenées au volume produit, donc au quintal de céréales et ou de légumes produits. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas la même tendance que précédemment. En grande culture, en termes si on rapporte au volume produit, on a une moyenne plus élevée, légèrement au-dessus de 0,03 euh, tonnes de CO2 équivalent par tonne de produit par an. En revanche, en système légumier de plein champ, ça va avoir tendance à diminuer parce que effectivement les systèmes sont plus intensifs, donc au global et ramené à l'hectare, il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre, mais par contre il y a beaucoup de volume produit comparativement à un système céréalier, ce qui fait redescendre les émissions brutes lorsqu'on les ramène à la quantité, au volume produit. Ici, vous avez une figure qui illustre en fait les différents pôles d'émissions sur les 11 fermes en grande culture, euh, à la fois des émissions directes et à la fois les émissions indirectes. Donc vous avez tout à gauche
les émissions directes qui sont liées aux énergies, le fuel, l'essence. Au centre, tout ce qui est émissions indirectes. Donc, pour rappel, émissions indirectes, c'est tout ce qui concerne la production en amont, donc l'énergie nécessaire à la production de l'intrant, par exemple. Euh, et enfin, tout à droite, vous avez les émissions liées au sol, émissions indirectes et émissions directes liées aux résidus de culture liés à l'épandage des matières organiques importées. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc, on peut voir que le premier facteur d'émission dans les systèmes en grande culture bio, sur nos 11 exploitations, c'est le fuel. C'est le premier pôle. Ça paraît assez simple, enfin, on aurait pu s'en douter en tout cas, mais c'est le premier pôle d'émission. Dans un second temps, on peut remarquer que en ce qui concerne les émissions indirectes, c'est la fabrication de semences et de plants qui génère en moyenne beaucoup d'émissions. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de variabilité en termes d'émissions. Ça, c'est lié à ce que j'évoquais précédemment, notamment lorsqu'on a de la production de plants, de légumes de plein champ. Ça génère beaucoup d'émissions comparativement à de la production de semences classiques, euh, et d'où cette forte variabilité. Euh, Ensuite, un petit mot rapidement sur les engrais et fertilisants. Effectivement, même si la fabrication d'engrais et de fertilisants en agriculture bio, ça reste un pôle significatif, ça reste, enfin, c'est pas négligeable. En tout cas, ça reste bien moindre que ça serait bien supplémentaire dans un système conventionnel où on aurait utilisation d'engrais azotés de synthèse, dont la production notamment est très énergivore et donc très émettrice de gaz à effet de serre. Enfin, si on regarde un peu plus précisément tout ce qui concerne les sols au global, c'est le deuxième pôle d'émissions de gaz à effet de serre en grande culture, euh, notamment liées aux émissions de N2O, les émissions donc dites indirectes. Il y a également des émissions directes de N2O qui sont liées à l'apport, enfin au fait que les résidus de culture se dégradent sur les parcelles, ou encore à l'épandage des matières organiques. Tout ça, ça va générer du N2O, un gaz qui a un pouvoir réchauffant très important, d'où ces valeurs assez importantes ramenées en tonnes de CO2 équivalent. Et ça constitue donc la décomposition des résidus de culture, pardon, le quatrième pôle d'émissions de gaz à effet de serre en grande culture. Voilà pour le détail sur cette figure. Si on fait enfin un bilan en termes d'émissions et de stockage sur nos exploitations en grande culture, vous pouvez voir à gauche les émissions moyennes de gaz à effet de serre grande culture. Euh, c'est vraiment en valeur brute. On est à 133,37 tonnes de CO2 équivalent. Vous pouvez voir quand même pas mal de variabilité. Encore une fois, ça dépend de la surface. Encore une fois, ça dépend du système. Est-ce que je suis en légumes de plein champ? Est-ce que je suis plutôt en céréales? Vous pouvez également, sur le graphique de droite, voir la variation moyenne annuelle de stock de carbone. Euh, sur la gauche de cette figure, donc en marron clair, c'est ce qui concerne la variation de stock de carbone dans les sols. Vous pouvez voir qu'on a une valeur négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au global, en moyenne sur les exploitations en grande culture, en fait, on a tendance à déstocker du carbone dans les sols. On n'est pas du tout à une tendance de stockage. On l'a vu plus tôt, on a évoqué quelques pistes de réflexion sur comment stocker plus de carbone. On peut travailler là-dessus. Mais en tout cas, enfin, on y reviendra plus tard là-dessus, mais voilà. Il faut avoir en tête qu'au global, il y a vraiment du déstockage de carbone sur les exploitations en grande culture. Euh, Vous pouvez comparer là sur la droite de la figure ce qui concerne la variation de stock de carbone dans la végétation, donc tout ce qui est haies, agroforesterie, etc. Vous pouvez voir que là, pour le coup, il y a du stockage, mais comparativement au déstockage à l'échelle d'une exploitation, sur une grande surface, ça reste assez faible, mais c'est pas pour autant que c'est un levier à négliger et qui apparaît aussi assez faible parce qu'on n'est pas forcément dans des systèmes qui mettent beaucoup en place des éléments arborés stockants. Un dernier rapide petit résultat qui nous a semblé intéressant de présenter, on a voulu voir s'il y avait un lien en fait entre la consommation totale de GNR qu'on obtient lors de nos diagnostics en fonction de la part de la surface labourée qu'on demande également lors des diagnostics.
Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'il y a énormément de variabilité, il n'y a pas du tout de tendance. Donc, en ordonnée, vous avez la consommation de GNR en litres hectares par an. En fonction de la part de surface labourée, bon, ben, on voit que la courbe de tendance, elle est parfaitement horizontale. Donc, en fait, on n'a pas observé de corrélation entre un recours au labour et une consommation de GNR. Ça nous semblait intéressant quand même de montrer ce résultat, notamment dans une réflexion de mise en place de leviers pour de la réduction de recours à du GNR et donc réduction d'émissions de gaz à effet de serre.